Chapitre 3. À mon compte. Dans une vie motivée par la haine et la peur, il n'y a pas de place pour soi-même. Je haïssais tout le monde, Franck inclus. Il représentait pour moi l'autorité. Et quand il se mit à faire objection de ma suspension à l'école et à mes retards nocturnes, je pris la décision de le quitter. Nikki, me dit-il, New York est une vraie jungle. Les habitants sont soumis à des lois, seuls les plus durs survivent. Tu n'as pas encore réellement vu ce que c'est. Cet endroit grouille de drogués, d'ivrognes, d'assassins, de prostituées. Ils te tueront, personne ne saura que tu es mort, jusqu'au jour où un type trébuchera sur ton cadavre et sous un tas d'immondices. Franck avait raison, mais je ne pouvais pas rester chez lui. Il insistait pour que je retourne à l'école et je savais que je ne devais pas retourner à l'école pour me tirer d'affaire. Nikki, je ne veux pas t'obliger à retourner à l'école, mais si tu ne le fais pas, tu seras perdu. Le directeur me chassera. Il m'a dit de ne plus jamais revenir. Ça m'est égal, si tu habites ici, tu dois retourner, tu dois aller à l'école quelque part. Si tu t'imagines que je vais aller, lui répliquai-je, furieux, alors tu es fou. Et si tu essayes de m'y obliger, je te tuerai aussi. Nikki, tu es mon frère et tu es censé ne pas me parler ainsi. Maman et papa m'ont demandé de prendre soin de toi. Je ne vais pas te laisser parler ainsi. Ou tu vas à l'école, ou tu me quittes. Va, cours si tu veux, mais tu reviendras parce que tu ne sais pas où aller. Et si tu restes ici, tu iras à l'école. C'est décidé. Alors, le vendredi matin, Franck alla au travail. L'après-midi, je laissai une note sur la table de la cuisine, l'avertissant qu'un de mes amis m'avait invité à passer une semaine avec eux. Je n'avais pas d'amis, mais je ne pouvais pas rester plus longtemps chez Franck. Ce soir-là, j'errai dans le quartier de Belfort pour chercher un endroit où je pourrais éventuellement me loger. Je m'approchai d'un groupe d'adolescents qui flânaient au coin d'une rue. « L'un de vous, les gars, peut-il me dire où je pourrais trouver une chambre par ici ?» Un garçon se retourna et, me regardant tout en tirant sa cigarette, me répondit « Oui !» en m'indiquant d'un coup de pouce, par-dessus son épaule, la direction de l'école supérieure technique de Brooklyn. Mon vieux est surveillant de tous ces appartements de l'autre côté de la rue. C'est lui qui est assis là-bas sur les marches. C'est lui qui est ivre. Les autres se mirent à rire. La maison à laquelle l'adolescent se référait était située sur la place Fort Greene, au cœur même de l'une des plus grands ensembles d'appartements du monde. Plus de 30 000 personnes vivent dans ces tours, la plupart d'entre elles étant des gens de couleur et des portoricains. L'ensemble de Fort Greene part de l'avenue du Parc jusqu'à l'avenue de Lafayette et contourne le parc de Washington. Je m'approchai du groupe d'hommes et demandai au surveillant s'il avait une chambre à louer. Il leva les yeux de ses cartes et grogna. « Oui, j'en ai une. Pourquoi ?» J'hésitai et bégayai. « Parce que je cherche un endroit pour me loger. »« As-tu 50 balles ?» m'interrogea-t-il, crachant son jus de tabac à mes pieds. « Pas maintenant, mais... »« Alors, j'ai pas de chambre, » dit-il. Il retourna son jeu. Les autres hommes ne me regardèrent même pas. « Mais j'aurai l'argent, insistai-je. Écoute, gosse, quand tu te montreras avec les 50 balles d'avance, la chambre t'appartiendra. Mais jusqu'à ce que tu aies de l'argent, ne mets pas ton nez par ici. Tu m'embêtes. » Je partis en direction de l'avenue Lafayette en passant devant le bar de Papa John, devant la boucherie de Harry, le Paradise Bar, l'Écuyer, l'île Valat et le rendez-vous de Lincoln. M'arrêtant devant ce dernier, je m'enfilai dans une impasse pour réfléchir à la manière dont j'allais pouvoir me procurer de l'argent. Je savais pertinemment que si j'essayais de voler quelqu'un et que je sois pris, j'aurais affaire à de la prison. J'avais dit à Franck que je ne rentrerais pas dans une semaine et une chambre coûtait cher et je n'avais aucun sou. Il était presque 22 heures et le vent hivernal était glacial. Je m'enfonçai dans les ténèbres et allai et vis des gens qui longeaient le trottoir. Je sortis de ma poche du couteau à cran, je pressai le bouton.
La lame s'ouvrit avec un petit déclic. J'appuyai la pointe de la lame effilée contre la paume de la main et tremblai en imaginant comment j'opérais le vol. Serait-il préférable de pousser les gens dans le passage? Devrais-je aller de l'avant et les poignarder ou seulement les effrayer? Et s'ils se mettaient à hurler? Le cours de mes pensées fut interrompu par la présence de 2 personnes qui bavardaient à l'entrée de la ruelle. Un vieil ivrogne avait arrêté un jeune homme qui portait un gros sac d'épicerie sur l'épaule. Il lui demanda quelques sous pour se procurer une tasse de café. J'écoutais attentivement comment le garçon essayait de s'en débarrasser en lui disant qu'il n'avait pas d'argent. La pensée me vint que le vieillard avait probablement sa poche pleine de monnaie volée ou mendiée. Il n'oserait pas appeler les secours si je le dévalisais. Quand le commis serait parti, je l'entraînerais dans le cul-de-sac pour le piller. Le garçon déposa son sac sur le trottoir, il chercha des sous dans sa poche et les donna au vieux, qui marmonna et partit. « Zut !» me dis-je, « et maintenant, que vais-je faire ?» Au même instant, le jeune homme renversa son sac et quelques pommes de terre roulèrent à terre. Il se pencha pour les ramasser et je profitai pour le pousser dans l'allée et l'écraser contre le mur. Nous étions mortellement effrayés l'un et l'autre. Mais j'avais l'avantage de la surprise. Il était pétrifié de terreur lorsque je brandis mon couteau devant son visage. « Je ne veux pas te faire du mal, lui dis-je, mais j'ai besoin d'argent. Je suis désespéré. Donne-le-moi, maintenant, vite, tout ce que tu as, avant que je te tue. » Ma main tremblait si fort que j'eus peur de faire tomber le poignard. « S'il te plaît, prends tout, mais ne me tue pas, » plaidait le garçon. Il sortit le portefeuille de sa poche et fit un geste pour me le tendre, mais le laissa tomber. Je le poussai à coups de pied dans l'allée. « Pars, lui dis-je, cours, mon vieux, cours, et si tu t'arrêtes de courir le long de ces 200 prochains mètres, tu es un homme mort. » Il me regarda, les yeux dilatés par l'horreur, et se mit à courir. Il trébucha contre sa marchandise et s'étala de tout son long sur la chaussée. À l'entrée du passage, s'aidant de ses pieds et de ses mains, il chercha à se relever. Il fit un nouveau faux pas et prit la fuite le long du trottoir. Moitié rampant, moitié courant, dès qu'il eut disparu au coin de la rue, je saisis son porte-monnaie et partis à mon tour à toute vitesse le long du passage. Émergeant de l'obscurité, je sautai par-dessus la chaîne qui entoura le parc et, toujours en courant, je franchis les hautes herbes pour atteindre les arbres. Je m'accroupis derrière un talus pour reprendre mon souffle et permettre au coup redoublé de mon cœur de s'apaiser. J'ouvris le portefeuille et y découvris 80 francs. J'aimais sentir les billets entre mes doigts. Je jetai le portefeuille dans les hautes herbes et comptai encore une fois l'argent avant de le plier et de le mettre dans ma poche. Pas mal du tout, pensais-je. Les gangs tuent des types pour moins que ça, et mon premier essai m'a valu 80 francs. Ça n'avait pas l'air d'être si difficile après tout. Ma confiance n'effaça pas tout de même ma frayeur, et je restai caché dans le pré jusqu'à minuit. C'était trop tard pour obtenir la chambre, et je retournai à l'endroit où j'avais commis mon larcin. Quelqu'un avait déjà ramassé les articles d'épicerie, à l'exception d'une boîte de biscuits écrasés. Je pris la boîte, la secouai pour en faire tomber les miettes sur le sol. Je revécus mentalement l'expérience et je ricanai. J'aurais dû lui donner un coup de couteau, juste pour voir ce qu'on ressent en le faisant. La prochaine fois, je le ferai. Je marchai jusqu'à l'entrée du métropolitain à 2 pas du bar Papa John et montai dans le premier train qui passa. Je restai toute la nuit dans une station de bonne heure et le lendemain matin, je retournai à Fort Greene pour reprendre ma chambre. Le surveillant monta avec moi les étages. La pièce donnait sur la rue en face de l'école technique de Brooklyn. Elle était petite et le plafond était lézardé. Le surveillant m'informa qu'au 2e étage se trouvait une salle de bain commune et que je pouvais, si je voulais, régler la chaleur en tournant la manette du radiateur en acier. Il me tendit la clé et me dit que le loyer était dû chaque samedi, 1 semaine à l'avance.
La porte se referma derrière lui et je l'entendis descendre lourdement les marches. Je me retournai et regardai la chambre. Il n'y avait que 2 lits d'une place, une chaise, une petite table, un lavabo fixé au mur et une armoire. Allant à la fenêtre, je me penchai pour voir la rue en dessous. Il était encore très tôt, mais le trafic avançait dans un brouhaha continu le long de l'avenue Lafayette. En face, l'école technique de Brooklyn se dressait dans le ciel. Elle occupait tout un côté du bloc et bouchait la vue que j'aurais pu avoir. Mais je n'avais guère de différence pour moi. J'avais enfin un chez moi. J'étais à mon compte. Tard dans la matinée, je fis mon premier tour dans le voisinage. Descendant les marches de la maison locative, de bas, de fond, je vis un homme s'éloigner en chancelant en dessous de la cage d'escalier, transformé par lui en lieu d'aisance. Son visage était livide, ses yeux s'enfonçaient profondément dans leur orbite, et sa veste sale et en lambeaux pendait à moitié sur son épaule. La fermeture à glissière de son pantalon n'était pas très bien refermée. Je n'aurais pas pu dire s'il était ivre ou sous l'effet d'une forte dose de drogue. Je m'arrêtai à l'étage et observai, tandis qu'il trébuchait sur le seuil, la porte et les marches qui menaient au trottoir. Il s'inclina sur le côté de l'escalier, secoué par le haut-le-cœur, et il vomit. Une bande de petits sortit en courant et, dans la maison voisine, se rendait dans la rue pour ignorante totale. Il s'affaissa finalement sur une marche, puis sur une autre, regardant hébété autour de lui, apparemment sans rien en voir. En passant à côté de lui, j'entendis qu'on ouvrit une fenêtre au-dessus de moi et regardai juste à temps pour esquiver le contenu d'une poubelle sortant du 3e étage et atterrissant sur la chaussée. Dans l'immeuble, un petit était accroupi dans l'ombre sous l'escalier, se servant de l'entrée du sous-sol abandonnée comme de latrine. J'en frémis en me disant que je finirais bien par m'habituer à toute cette inconvenance. Derrière la maison s'étendait un grand terrain vague où croissaient pêle-mêle, jusqu'à la hauteur de la taille d'homme, des mauvaises herbes, des buissons rabougris. Quelques arbres décharnés étendaient leurs branches dépouillées vers le ciel gris. Le printemps était déjà là, mais les arbres semblaient éprouver de la répugnance à faire jaillir de jeunes pousses et à envisager un nouvel été dans ce ghetto. Je donnai un coup de pied à un bidon de bière. Le sol en était déjà jonché. Des cartes, des journaux, des planches périssaient là. Ils avaient été jetés dans les hautes herbes. Une clôture de fil de fer à moitié démolie s'étendait à travers le terrain pour limiter la propriété de ça et de là, jusqu'à la rue Saint-Édouard. Regardant la partie arrière de la maison où j'habitais, je pus voir quelques fenêtres du 1er étage recouvertes de planches ou fermées par des feuilles de zinc galvanisées en guise de protection contre le vent froid. 2 appartements plus loin, j'apercevais les visages des petits enfants noirs, le nez pressé contre la vitre, sales, de la fenêtre, et m'observant. Je donnais des coups de pied et j'avançais à travers ce dépotoir. Il me faisait penser à des petits animaux en cage, soupirant après la liberté et n'osant pourtant s'aventurer en dehors de crainte qu'on les tourmente, qu'on les blesse ou qu'on les tue. Un carreau de la fenêtre était cassé et remplacé par des cartons entachés d'humidité. Je pus compter 5 visages apeurés. Il y en avait probablement plus que 5 dans cet appartement exigu de 3 pièces. Je retournai devant l'immeuble et l'appartement numéro 54 du sous-sol était vacant. La porte de fer pendait de ses gonds. Je l'ouvris d'un coup de pied et entrai. Une odeur d'urine, d'excréments, de vin, de fumée, de graisse me prit par la gorge et je ne pus le supporter. Je ressortis aussitôt en vacillant. Heureusement, j'avais une chambre et ma chambre, elle était au 3e étage. Je marchais le long du trottoir et les prostituées dans la rue offraient un spectacle pathétique. Les filles de race blanche travaillaient du côté droit et occupaient les maisons qui s'alignaient sur les miennes. Et les filles de couleur faisaient leur besogne de l'autre côté et habitaient près de l'entrée du métro.
Toutes s'adonnaient à la drogue. Elles se tenaient un peu partout, vêtues de vieux manteaux de léopard ou d'imperméables malpropres. Les unes bâillaient parce qu'elles étaient malades et d'autres parce qu'elles en avaient besoin. Elles avaient besoin d'une dose d'héroïne pour se mettre en train. Après 2 mois, je n'étais pas encore habituée à New York. J'avais vu à Porto Rico des images de la Statue de la Liberté et du Palais des Nations Unies. Mais ici, dans le ghetto, aussi loin que se portaient les regards, on ne voyait rien d'autre que des immeubles locatifs, remplis d'êtres humains. Chaque fenêtre était le symbole d'une famille comprimée, dans une demeure étroite, vivant dans une maigre pitance. Cela me faisait penser aux jardins zoologiques de San Juan, aux ours dans leurs allées et venues incessantes, aux singes jacassant perpétuellement derrière leurs barreaux. Ils se vautrent dans la bourbe, ils mangent de la viande faisandée ou des laitues pourries. Ils se battent les uns contre les autres. Ils ne s'entendent pas pour attaquer un intrus. Les animaux ne sont pas destinés à vivre de cette façon, avec au fond de leur cage un tableau de jungle, leur rappelant ce qu'ils sont censés être libres. Les humains non plus ne sont pas destinés à vivre comme ils le font ici, dans le ghetto. Je m'arrêtais au coin de la rue Miltre Avenue, attendant les feux verts. Au-dessus de ma tête, un train aérien passa à grand fracas, lançant sur ceux qui attendaient au-dessus une fine averse de suie et de saleté. Les rues étaient couvertes d'un mélange boueux de neige, de margouillis, de sel, à travers lesquels les passants pataugeaient dès que le passage leur fut donné. Derrière les maisons, des fils de fer étaient tendus entre 2 balcons crasseux ou d'une échelle de secours à une autre. Les bleus de travail ou les pantalons kakis flottaient dans les airs et dans le vent glacial. Les sous-vêtements blancs autrefois étaient devenus gris par leur constante exposition à l'air pollué. C'était un samedi matin et les commerçants levaient les lourdes grilles de fer qui protégeaient les vitrines des attaques modernes. Les habitants et les appartements paraissaient misérables. On remarquait ici et là les pauvres efforts des occupants pour donner à leur habitation une note personnelle. Derrière les fenêtres, couvertes de suie noire et de graisse qui descendait des milliers de cheminées, un pot de fleurs rouges et crasseux, un géranium squelettique qui descendait sans force. Quelquefois, ce taudis abordait des marches d'escalier peintes de couleurs vives ou une console à qui un magistral coup de pinceau donnerait un relief particulier. Ainsi, ailleurs, une grossière jardinière faite de bois mal équarri d'une caisse d'emballage dépassait d'un appui malpropre. Là, quelques fleurs artificielles bravaient le vent au-dessus de la nuit. J'avais marché jusqu'à la rue Saint-Édouard et je m'arrêtais en face de la bibliothèque. De l'autre côté de la chaussée s'élevait une immense bâtisse de 12 étages, longue de 100 mètres. Ces 600 fenêtres donnaient sur la rue. Chacune d'entre elles représentait des misérables conditions d'humanité, frissonnant derrière les vitres. De l'une des fenêtres pendait un rideau en lambeaux, autrefois éclatant de couleurs, mais terni et déchiré par les effets de son environnement. La plupart d'entre elles, d'ailleurs, n'avaient ni store, ni teinture. Je revins sur mes pas vers le Washington Park. Qu'est-ce qui ne va pas chez ces gens ici ? Je me le demandais. Pourtant, pourquoi vivent-ils ici ? Pourtant, pourquoi sont-ils là ? Pas de jardin, pas de pelouse, pas de champs, pas d'arbres. J'imaginais qu'une fois installés dans ces cages en ciment, on devenait prisonnier. L'après-midi, je retournais dans la rue et j'avais remarqué une sorte de carnaval avec des concours et des spectacles forains. Et sur la place de jeu de l'église catholique de Saint-Michael, Saint-Édouard, au coin d'heure, j'arrivais à 4 heures. La musique bruyante de la kermesse s'entendait de loin, et il me restait un peu d'argent, du larcin de la veille. Je remarquai près de la grille un groupe de gamins qui entouraient un joueur italien, d'orgue de barbarie. Il portait des vestes noires, avec le dos écrit la lettre M brodée en rouge. La musique de l'ordre était presque noyée par le bruit
des grosses frappant sur leurs mains et s'agitant nerveusement au milieu du trottoir. Au centre du groupe se trouvait un jeune garçon, à peu près de mon âge, aux cheveux noirs et à la peau très claire. Son visage grimaçait chaque fois qu'il faisait claquer ses pieds contre le trottoir, à une cadence rapide. Les mains sur les hanches, il dansait au rythme de la musique. Il s'arrêtait brusquement et le sourire sur son visage fut remplacé par une expression dure et froide. « Et toi, que fais-tu sur ce terrain ? Il appartient au Mao Mao. Nous ne voulons pas de boxeurs ici. » Je le regardais et remarquai que les garçons portaient des chemises noires qui formaient un petit cercle tout autour de nous. Les jolis garçons aux yeux froids comme de l'acier s'approcha de moi et me poussa sur ma poitrine en minaudant. « À quelle clique appartiens-tu » ? « À aucune clique, lui répondis-je. Je viens ici pour m'amuser à la kermesse. Ai-je commis un crime ?» Un gosse du groupe s'avança. « Hé, tu sais très bien de quoi je parle, dit-il en brandissant un couteau ouvert. C'est une lame, mon vieux. Elle va t'éventrer. N'essaie même pas de jouer au plus fin avec moi. Je ne suis pas aussi tendre qu'Israël. » Le jeune garçon, qui répondait au nom d'Israël, écarta le gosse et continua. « Tu vois, un boxeur peut être abattu en un clin d'œil. Il se pourrait que je te liquide. Mais si tu désires vivre, fiche le camp d'ici. » J'étais en colère et je cherchais mon poignard dans ma poche. Je compris pourtant que les chances n'étaient pas de mon côté. Je ne voulais pas être une poule mouillée et je savais qu'une autre occasion me serait donnée de montrer à mon entourage et de montrer mon courage vis-à-vis des Mao Mao. Je fis un signe de tête et repris le chemin de Washington Park et de mon logis. Derrière moi, j'entendis des rires et voici, j'entendis vociférer le gang. « Ça, c'était bien dit, Israël. Ce fils d'eux a eu sa leçon. Alors cette fois-ci, il fera froid en enfer le jour où il remettra les pieds dans nos affaires. » J'étais en rage et j'étais frustrée. Passant sous les rails du train aérien, je pénétrai dans le parc et m'assis sur un banc. Je n'avais pas remarqué qu'un jeune garçon de 13 ans environ m'avait suivi. Je me retournai, je le regardai. Il sourit et prit place sur le banc à mes côtés. « Ils t'ont fait passer un mauvais quart d'heure, n'est-ce pas ?» me dit-il. « Que veux-tu dire ?» lui demandai-je. « J'aurais pu vaincre n'importe lequel d'entre eux, mais cela n'aurait pas eu de sens de me battre avec vous tous à la fois. Les bandes de voyous sont dures par ici. » Il fouilla dans sa poche et de sa chemise en retira une cigarette fabrication maison. « Ils te tueront si tu ne marches pas avec eux. » Il alluma la cigarette et remarqua que j'observais. « Tu fumes de la marijuana ?» Je secouai la tête, mais savais de quoi il parlait. « Tu aimerais en goûter une ?»« J'en ai une autre de réserve, c'est agréable, mon gars. »« Bien sûr, lui dis-je. J'avais déjà reculé une fois cet après-midi, je ne pouvais pas renoncer de nouveau. » Il plongea sa main dans la poche de sa chemise et en retira une cigarette tordue et ratatinée. Les deux bouts étaient pressés pour les fermer et elle était tachée de chaque côté où il avait léché le papier pour la coller. « Tu dois tirer, » me dit le garçon. « Sans cela, elle s'éteindra. » Il alluma la cigarette pour moi et je fis d'infructueux essais. « Non, non, pas comme ça, tu vois. » Il rit de bon cœur. Il aspira longuement et inhala la fumée dans ses poumons. « C'est formidable, si tu ne fais que souffler, elle brûle et tu n'en obtiens rien. Aspire, aspire. » C'est ce que je fis. Et le goût était étrangement douceâtre, l'odeur forte. « Qu'est-ce que ça fait au fond ?» lui demandai-je en sortant déjà les premiers effets de la drogue. « Ah, mon pote, ça te fait rire aux éclats. Et puis, tu as l'impression que tu es le meilleur danseur, le meilleur prétendant, le meilleur batailleur. Tous ces types à la kermesse avaient fumé de la marijuana. As-tu remarqué comme leurs yeux étaient rouges ? Tu peux être sûr que si leur regard brille, c'est qu'ils sont tous sous l'effet de la drogue. « Où obtiens-tu cette herbe ?» lui demandai-je.
Oh, c'est facile, il y en a à des centaines de distributeurs dans les parages. Ils la reçoivent d'amis haut placés, dans lesquels ils entretiennent des relations avec Cuba, Mexique, Porto Rico. Mais, mon vieux, à la maison, on la cultive dans notre arrière-cour. Nous y avons que de la bonne herbe. Elle est derrière les buissons. Personne n'y va jamais. Le vieux a planté parmi ses broussailles des semences de chanvre indien. C'est ainsi que nous cultivons notre propre marijuana. Elle n'est pas aussi bonne que celle que l'on achète, mais elle ne coûte pas un sou. À combien revient-elle si tu achètes un distributeur? Je désirais être mis au courant du vocabulaire de la drogue. J'étais un peu confus d'ailleurs qu'un gamin de 13 ans en sût plus long que moi sur le sujet. Il y en a qui la vendent 5 francs à la cigarette. Parfois, on peut l'obtenir pour 3 francs. Mais ce qu'il y a de plus avantageux encore, c'est d'en acheter une boîte entière. Tu sais, par exemple, une boîte Prince Albert. Avec ça, tes cigarettes te reviendront à 2 francs la pièce. Mais il faut que tu fasses attention. Il y a des types qui trichent et te volent. Ils mélangent d'autres herbes à la marijuana et tu n'as pas de drogue pure. Contrôle toujours avant de payer. C'est le meilleur conseil que je puisse te donner. Car tu peux être sûr qu'ils essaieront une fois ou l'autre de te duper. J'avais achevé ma cigarette et j'entendis mes jambes devant moi, la tête appuyée contre le dossier du banc. Le vent me parut froid et les vertiges avaient disparu. Il me semblait que j'étais en train de flotter sur un nuage de rêve. Je me retournai de manière à voir le garçon. Il était assis, là, tête entre ses bras. Je l'interpellai. Moi qui croyais qu'en prenant cette drogue, on deviendrait heureux, comment se fait-il que toi, tu ne ris pas? De quoi pourrais-je bien rire, dit-il. Le vieux est un ivrogne, encore qu'il n'est pas réellement mon père. Il n'est venu habiter qu'avec ma mère l'an dernier. Je ne sais pas qui est mon vieux à moi. Et cet homme-là bat constamment ma mère. La semaine dernière, quand j'ai essayé de l'arracher à ses mains, il m'a frappé au visage avec une bouteille et m'a cassé 2 dents. Je lui ai lancé un pendule qui l'a atteint sur le dos. Alors ma mère, ma propre mère, m'a dit que j'étais un fils d'eux. Un mot terrible et aucune raison de faire du mal à cet homme. Depuis lors, je vis dans la rue et j'attends l'occasion de l'abattre. Je ne fais pas partie d'une bande. Je fais partie de mon propre compte. Quand le type sera seul, pour le liquider, je le ferai. Je n'aime plus ma mère. De quoi pourrais-je rire? Il ne leva pas une fois de plus la tête en parlant. Je lui demandai. Est-ce le même homme qui cultive la marijuana? Oui. Et il est aussi distributeur de drogue. Attends seulement que je le surprenne. Je vais lui distribuer quelque chose, moi aussi. Un couteau à travers le corps. Il me regarda, son visage était tiré et tendu, plus semblable à la race d'un vieux singe qu'à celle d'un garçon de 13 ans. Et ton vieux à toi? Est-il un ivrogne? Non. J'ai pas de cette chance. Je n'ai pas de vieux et je n'ai pas de vieille, répondis-je en lui mentant. Je suis à mon propre compte. Il reva le front et oui, mais moi aussi, j'imagine. Puis il ajouta. Je te reverrai sans doute. Fais attention à ces gangs. Ils te tueront s'ils te rencontrent la nuit dans la rue. Et qu'est-ce que ces gangs? Combien sont-ils? Des centaines, dit-il. En réalité, ils sont si nombreux qu'on n'arrive même plus à les compter. Et que font-ils? Ils se bagarrent, mon pote. Que feraient-ils d'autre? Ou bien ils sortent pour attaquer une autre bande, ou bien ils restent chez eux pour défendre leur terrain, comme quelques gangs ravisseurs. Quand ils ne se battent pas entre eux, ils s'en prennent à la police. Ils emploient tout ce qu'ils se trouvent pour attaquer. Des couteaux, des massues, des pistolets, des carabines, des chasses, des baïonnettes, des fusils, des battes de baseball, des bouteilles cassées, des pompes à essence, des briques, des pierres, des chaînes et des bicyclettes. Il suffit de leur parler d'une arme pour qu'ils l'utilisent sans plus tarder.
Ils aiguisent même la pointe de leur parapluie. Ils garnissent les clous effilés, le bout de leurs chaussures, et quelques-uns, apprenant au gang de métèques à comment se comporter, portent sur eux des rasoirs à manches et placent entre leurs doigts des lames tranchantes. Si tu restes ici assez longtemps, tu découvriras tout cela. C'est pourquoi je ne me mêle pas avec eux. Je ne me tiens qu'à l'écart dans les allées et les rues sombres, loin d'eux. Tu apprendras, reste par ici autour et tu verras. Il se leva et se dirigea nonchalamment vers le parc, où il disparut dans le crépuscule. Je repartis vers la place de Fort Greene. La nuit était déjà tombée.